On va revenir sur ce parcours exceptionnel avec vous, François Forget. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur cette antenne. Vous êtes planétologue, directeur de recherche au CNRS. Parcours exceptionnel pour quelqu'un qui a fait considérablement avancer la science et nos connaissances sur l'origine de l'univers. Oui, alors c'était un très très bon chercheur, très brillant, et il faut le reconnaître. Par exemple, c'est un des plus jeunes à avoir été élu à la Royal Society of Astronomy. Il avait été nommé à la chaire de Isaac Newton assez jeune, et il est resté longtemps, avant même d'être connu. Mais c'est pas pour ça qu'il est connu. Je veux dire, ses prédécesseurs, etc. Beaucoup d'autres chercheurs fantastiques ont fait des travaux importants et ne sont pas devenus des icônes comme lui. En réalité, bien sûr, c'est devenu une icône à cause de cette maladie extraordinaire qu'il a clouée dans son fauteuil. Et aussi, et il faut le dire, une fois qu'il a été dans son fauteuil, qu'il a acquis une très grande renommée, notamment grâce à son livre Une brève histoire de temps, en 88, eh bien, il a su l'utiliser, il a déployé une énergie fantastique pour faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien sûr suivi toute son activité depuis longtemps, et très souvent, on attribuait à Stephen Hawking des initiatives qui n'étaient pas les siennes. Moi, par exemple, dans mon métier, j'ai suivi avec intérêt des travaux qui s'appellent la Breakthrough Initiative. C'est des idées, vous avez mentionné à l'instant, d'essayer d'imaginer, de faire des petites sondes pour aller explorer les planètes, la planète de Proxima du Centaure dans l'avenir. Eh bien, on disait toujours le projet Stephen Hawking. Stephen Hawking était un parrain, il soutenait, mais c'était évidemment pas son projet. Néanmoins, voilà, il parrainait des choses, il y avait beaucoup d'énergie. Il a quand même beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les trous noirs. Est-ce qu'il n'a pas permis d'en savoir plus sur ce phénomène qui est à l'origine de notre monde actuel? Non, vous avez raison. Vous avez raison, je ne veux pas être négatif. Encore une fois, c'était clairement, disons, avant sa maladie et même après, un des chercheurs les plus brillants d'Angleterre et du monde. Et il a fait effectivement des très belles découvertes. C'était un physicien théoricien, vous comprenez. C'était pas un astronome comme on peut l'imaginer. C'était vraiment quelqu'un qui, armé de son stylo, essayait de combiner les théories modernes qui sont très complexes, qui me dépassent. C'est pas mon domaine de recherche sur à la fois la relativité générale et la physique quantique pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces objets extraordinaires qui sont notamment les trous noirs. Ça, c'est là vraiment son premier sujet de travail, et c'est là où il est devenu très célèbre. Et vous l'avez peut-être raconté, il a pu démontrer, il fait des découvertes étonnantes, comme le fait que les trous noirs, qui sont, faut comprendre, c'est un objet extrêmement massif, effondré, extrêmement dense, donc on va dire toute la matière se retrouve collée, toutes les différentes particules se retrouvent collées les unes aux autres. Normalement, rien ne s'échappe de ça. Stephen Hawking a démontré que via des calculs mathématiques vraiment très astucieux, que ces trous noirs pouvaient rayonner de la matière grâce à des propriétés très particulières de la physique quantique dans ce cas de relativité générale. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails. Et c'est magnifique, c'est très très beau. Et ça lui a valu, je le répète, d'être nommé très tôt à la Royal Society of Astronomy, avoir un poste très important, avant même que sa maladie soit réellement connue. Donc vraiment, c'était quelque chose de très impressionnant. Mais encore une fois, l'icône qu'il est devenu, grâce à sa personnalité, ses travaux de vulgarisation ont dépassé largement ça. C'est extraordinaire. Il a écrit un livre donc, qui s'appelle Une brève histoire de temps. Oui, excusez-moi. Oui, oui, non, je vous en prie, justement, Il a écrit un livre qui s'appelle Une brève histoire de temps qui... je voulais rebondir sur ce que vous disiez, ce livre que Je vous vous écoute. évoquiez à l'instant, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Est-ce qu'en tant que scientifique, c'est une démarche qui vous parle, ce que Stephen Hawking a fait, de vulgariser à ce point, ou du moins tenter de vulgariser des recherches qui sont extrêmement compliquées, inaccessibles au plus grand monde? Ah oui, bien sûr. C'est formidable. C'est aussi notre... On voyait, tous nous chercheurs, nous travaillons... lui comme moi, travaillons financés par l'argent public, et il est très important que nous expliquions nos recherches, pourquoi on fait tout ça. Stephen Hawking l'a très bien fait. Alors pour être honnête, donc vous avez dit centaines de milliers d'exemplaires, Une brève histoire de temps, je pense, a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, et c'est un livre particulier, moi je l'ai lu à l'époque. Alors évidemment, moi je suis astrophysicien, si vous voulez, ça m'avait intéressé, mais quand je l'ai lu, je me souviens très bien m'être dit, mais c'est incroyable que ce livre puisse avoir un tel succès. C'est un livre assez difficile. Néanmoins, sa personnalité et sa manière d'en parler étaient quand même magnifiques.
Et je crois que ce côté vulgarisateur est tout à fait à louer chez Stephen Hawking. Donc c'est quand même remarquable, à la fois ce destin incroyable avec cette maladie, cette brillance académique et scientifique, et puis cette capacité quand même à très bien raconter les histoires. Ce premier livre n'était pas le plus facile, mais après il a fait des choses très chouettes, et surtout il en parlait très bien, il a fait des films qui étaient, moi je trouvais, très réussis. Merci beaucoup.